Nouvelle semaine, nouvelles informations, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le rendez-vous du décryptage de l'actualité. Et l'actualité est très abondante pour ces lundis 13 novembre. On va d'abord commencer par la présentation du programme de gestion de Moïse Katumbi qui est chiffré à 141 milliards de dollars américains sur une période de 5 ans. Un programme riche, un programme ambitieux, nous allons tenter d'en parler de fond en comble dans cette émission. L'actualité, c'est aussi le cadre de concertation convoqué par la CENI pour évoquer des questions relatives aux élections qui sont prévues le 20 décembre prochain. Pratiquement tous les candidats ont répondu présent, excepté Moïse Katumbi qui est en déplacement. On a vu le président de la République, candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, qui a d'ailleurs eu une poignée de main chaude avec le président de la République depuis les élections de 2018. L'image fait le tour des réseaux sociaux. Vous donnez quel contenu à ces images? Nous en parlerons dans cette émission. La CENI qui a profité aussi de ces cadres de concertation pour remettre la cartographie électorale à chaque candidat, tandis que de l'autre côté, c'est la mission d'observation électorale CENCO-SCC qui révèle des inexactitudes constatées dans le rapport de la CENI. Cette mission note plusieurs différences dans les chiffres, mais aussi la multiplication ou la duplication de certains bureaux de vote. Voilà donc les menus de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Marley Vouvou. Il est devenu pratiquement notre invité maison, notre consultant maison, avec qui nous allons devoir décortiquer toutes ces questions. Bienvenue Vouvou. Merci cher Hervé, merci à tous les fidèles téléspectateurs, salut à tous les Congolais, merci aussi aux poubelliens et aux poubelliennes, parce que je ne cesserai jamais d'appeler... Qui sont les poubelliennes? Les poubelliens et les poubelliens sont des habitants... C'est une invention en français, non, ça? Ce sont des habitants de la ville poubelle. La ville de Kinshasa est une poubelle. Il faut le dire. Ici, on ne peut pas sortir à Kinshasa propre et rentrer propre. Si vous êtes véhiculé, c'est votre véhicule qui va rentrer sale. On ne sort pas propre. C'est impossible. Allez devant l'hôtel de ville. Allez même devant l'hôtel du gouvernement provincial. L'hôtel du gouvernement provincial. Vous entrez à l'intérieur, vous allez pleurer. Là où on gère la ville. En fait, nous vivons dans une poubelle. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Tu peux aller dans les hôtels de luxe ici à Kinshasa. Si tu es dans un endroit propre, sache que ton environnement est sale. C'est ça l'image de la ville de Kinshasa. Il y a des efforts qui sont fournis. Les efforts qui sont fournis. On parle de Kinbopeto, on parle de Kinzerotru, dont les travaux sont exécutés à près de 84% selon les ministres des infrastructures. Mais comment ça? On les transporte par un hélicoptère le matin, on les ramène à la maison par un hélicoptère. Qu'est-ce que vous dites? Mais justement, est-ce qu'un homme sérieux, si Guissaro est sérieux, peut vraiment dire ça au Québec? C'est lui le ministre des ITPR. Il a avec lui les chiffres, il a avec lui toutes les réalisations. Guissaro connaît l'avenir Kalembelembe, Guissaro connaît l'avenir Nyangwe, Guissaro connaît l'avenir Itaga, pour ne citer que ces avenirs-là. Guissaro connaît l'avenir où il y a plusieurs rivières. Non, arrêtons de blaguer avec les Quinois. Arrêtons. Nous ne sommes pas dupes. On voit, mais on sait quand est-ce que nous allons régler ça. La ville de Kinshasa, Guissaro dit, le projet Kinshasa Zéro Tour a été exécuté à hauteur de 84%. Exactement. Est-ce que même vous, étant que journaliste, vous prenez ces messieurs-là au sérieux? Même, je ne pense pas même sa femme prend Guissaro. Même la femme de Guissaro ne prend pas son mari au sérieux. Même ses propres enfants. Une ville sale comme la ville de Kinshasa, vous dites ça. Guissaro connaît l'avenue Bokassa. L'avenue Kassai. Les boulevards ici, est-ce que ce boulevard est propre? Je prends les boulevards parce que lui, il circule. Il utilise que l'unique route que Guissaro utilise, c'est le boulevard du 30 juin. C'est le boulevard du 30 juin. Sur les boulevards, il n'y a pas un problème de trous. Allez vérifier. Parlez plutôt des avenues Kassai. Allez vérifier, ce boulevard est malade. Allez vérifier. Le pont Bongolo récemment inauguré, lui, il était là. Est-ce qu'il peut faire un tour là-bas? On nous construit même un usage unique. Arrêtons de blaguer avec la vie des Congolais et Congolaises. Si vous avez échoué, l'honnêteté,
serait d'accepter que nous avons échoué et Très nous bien. allons refaire après. Jean-Tini Ngobila lui-même amène le projet Kinbopeto. Amène Tshisekedi sur Bakaya pour lancer ses projets. Tshisekedi dit, d'ailleurs, poser la question à Tshisekedi, parler de quelle jeunesse, de quelle structure de jeunes. Tshisekedi savait à quelle hauteur, combien ces marchés génèrent comme recette. Tantôt, c'est Kinbopeto s'est transformé à Sokola Boulevard, Sokola Gombe. Tantôt, Sokola Ipen. Personne ne sait. Devant l'hôtel de ville, il y a 2 rivières. Devant l'hôtel, rivière Jean-Tini et rivière Ngobila de l'autre côté. Nous arrêtons de blaguer. Nous vivons à Kinshasa, nous circulons à Kinshasa. On fait payer des vignettes ici. Quand on paye des vignettes, quand le chauffeur paye la vignette, c'est pour cet argent sert à réparer des routes. C'est une taxe, non? Une taxe On fait payer la vignette actuellement. Actuellement, les gens payent la vignette. D'ailleurs, avec Fox, on fait payer ça en forçant les Kinois à payer. Mais posez la question à Jean-Tini. Il a passé 5 ans à la tête de la ville de Kinshasa. Toutes les vignettes récupérées par lui ici. Ça servit à quoi? Quelle est la route que Jean-Tini peut nous montrer? C'est que lui, il a construit avec l'argent des vignettes. Une taxe a toujours une contrepartie. C'est un service. Nous avons décidé, non, chaque chauffeur ne peut pas construire une partie des routes. Alors payons pour que l'État nous construise des routes. Est-ce que les chauffeurs Kinois peuvent sortir pendant 1 mois avec leurs véhicules sans que le véhicule puisse se retrouver avec des problèmes d'amortissement? Il y a toujours des problèmes. Mais c'est ça le problème. Mais je me pose même la question, pourquoi les chauffeurs payent ces vignettes? Mais ils sont contraints. Dans la Il y a le contrôle qui se fait de manière... chauffeurs congolais, moi je leur manière assez barbare. Moi je leur demande de ne plus payer. S'ils sont sérieux, ils ne peuvent pas payer. Vous avez payé pendant 4 ans. Jean-Tini a bouffé. C'est que les Kinois payent. Les Kinois doivent retenir des Jean-Tini. Le passage de Jean-Tini à l'hôtel de ville, à la tête de Kinshasa, il n'y a que 3 choses à retenir. 1, Zebouka, chanson de Jibem Piano. Ngobila. 2, la décision des Andou du marché central qui a occasionné la démolition de l'école Kabinda. 3, la construction des routes, de la route Elengesa, avec 24 millions de dollars, 6 km de route. C'est ce que nous allons retenir de la passage de Jean-Tini Ngobila à l'hôtel de ville, à la tête de Kinshasa. On n'a jamais connu un gouverneur médiocre comme Jean-Tini Ngobila. Il a fui. Il a laissé ses communicateurs présenter son bilan à Rotana Hotel. Très bien. Donc ici, on va parler la élection. La ville de Kinshasa n'est pas gérée. La seule personne qui pouvait aider la ville à être gérée, c'était Mike Mukebai. Malheureusement, incompris et par les dirigeants et par la population quinoise, c'est après. Non, pas la population. Mais plutôt l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ou les délégués de la population au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mukeba était seul face à plusieurs adversaires et la communication de ces adversaires avait pris place au sein de l'opinion. Moi, je suis à Lingouala. Beaucoup disent Mukeba n'a rien fait. Parce que la communication de ces adversaires, ils étaient tellement nombreux et ils ont réussi à avaler la communication de Mukeba. Or, l'unique député dans cette ville, si les Kinois pouvaient être fiers d'un député, d'un élu, c'est Mike Mukeba. Très bien. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Mais malheureusement, personne n'en parle. Personne n'en parle. Au lieu de dire aux Kinois, s'il y avait un élu, ici, un élu de Kinshasa, que les Kinois peuvent être kilottés de dire que non, nous avons quand même envoyé quelqu'un, c'était Mike Mukebai. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde. Mukebai emprisonné. On était dans une ville sérieuse. Les Kinois allaient libérer Mukebai. Très bien. Mais on tient, Kamoul était à l'aise. Il a violé les textes contre Mukebai. Il va se prononcer ce vendredi. On le regarde. Ah bon? On les regarde. C'est ce vendredi qu'il va finalement se prononcer. Il va finalement, après plusieurs violations de droits. 5 mois presque. 5 mois presque. Là où la loi parle des taux de 30 jours d'un mois, lui, il a pris plus de 5 mois. Et il décide aujourd'hui de se prononcer. On les tient à l'œil. Très bien. On va parler élection. La CENI a convoqué un cadre de concertation. Le lancement des assises ou de ces travaux ont commencé
ont été faits, c'est lundi au niveau de l'hôtel Hilton, ici à Kinshasa. Pratiquement tous les candidats à l'élection présidentielle ont répondu présent. Avant d'entrer même dans le fond du dossier, évoquons d'abord la forme. Est-ce que c'est légal, ces cadres de concertation, dans ces formats? C'est d'abord illégal. Aucune loi parle de ces cadres de concertation. Je vous ai toujours dit, la façon dont ces régimes violent les textes de la République, si c'était une fille, même Mukwege n'allait pas réparer cette fille-là. Ils n'ont aucun respect des textes. Dans les textes, ce sont eux-mêmes. Tshisekedi, Kadima. Non, nous ne sommes pas dans une société de bandits ou d'oralité. Nous sommes dans une société codifiée, orientée, organisée. Mais pose la question à Kadima. D'où il a tiré le droit d'organiser ces cadres de concertation? Mais il est fait depuis toujours avec les partis politiques, même avec la société civile. Disons plutôt, si ce n'est pas légal, mais c'est un cadre d'apaisement. On s'est décidé, bon, comme il y a plusieurs tensions, on peut discuter à chaque fois. Il y a besoin. Mais sur le plan légal, ça n'a pas de soubassement. Très bien. Ça, c'est un. Deux, moi, l'image qui m'a plus choqué, c'est la rencontre Tshisekedi Fayulu. Mais ils ne sont pas des ennemis. Non, justement. Plus normal. Justement, ils sont tous pas sont candidats et ils se sont retrouvés. Justement, ils sont pas ennemis, mais tu sais que Fayulu n'a pas salué Mouzitou. Il n'est pas aussi ennemi à Mouzitou. Ah bon? Il n'a pas salué Mouzitou. Fayulu n'a pas salué Matata Ponyo, il n'est pas aussi ennemi à Matata Ponyo. Les caméramans ont peut-être raté l'image des. Fayulu n'a pas salué Franck Diongo, il n'est pas aussi ennemi à Franck Diongo. Fayulu n'a pas salué Noël Tchani, il n'est pas aussi ennemi à Matata Ponyo était là aussi. Il n'a pas salué aussi Matata Ponyo. Mais pourquoi il a salué seulement Tshisekedi? Et puis quand vous regardez, côte à côte. Quand vous regardez la vidéo, c'est Fayulu qui s'est précipité à aller saluer Tshisekedi. Non, il ne s'est pas précipité. Ils étaient côte à côte. D'ailleurs, Tshisekedi est arrivé avant lui. Vous êtes journaliste. Vous êtes expert en communication plus que moi. Analysez bien cette vidéo. Pendant que Fayulu cherchait à saluer Tshisekedi s'adressait à quelqu'un d'autre. Vous êtes journaliste et vous êtes expert en communication plus que moi. Aidez les Congolais à comprendre. Je ne dis pas que ça signifie corruption, mais l'image, la communication, ça a choqué des esprits. Mais comment ça? Ça a choqué comment? Non, mais attendez, Merlin, on a vu par le passé Étienne Tshisekedi, tout radical qu'il était, aller voir le maréchal Mobutu qui était éprouvé. Ça n'a pas choqué le monde. J'ai beaucoup de respect pour le vieux. Qu'est-ce qui vous dérange le fait pour Fayulu de prendre la main à le vieux dans sa grandeur, il avait aussi commis beaucoup d'erreurs. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Le débat n'est pas sur Étienne Tshisekedi. Parce que je peux vous énumérer les erreurs commises par Étienne Tshisekedi ici sur ce plateau. Là, très bien. Ce n'est pas le problème. Il faut l'oublier. Et dans notre culture bantou, on n'est toujours pas facilement sur le mort. Je vous parle de Félix Tshisekedi. Quelle était la motivation de Martin Fayulu à bypasser tous les autres candidats et à aller saluer Félix Tshisekedi? Je ne dis pas qu'il a été corrompu, mais j'analyse le fait. Et puis, dans la communication politique, vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi la chaise de Fayulu devait être à côté de Tshisekedi? Mais c'est le protocole. Ce n'est pas Fayulu qui a décidé qu'on puisse les placer à côté de Félix Tshisekedi. Tu vois Franck Dion. Fayulu est grand, parce qu'ils vont dire que Fayulu est grand. Mais dans la petitesse de Franck Dion, aussi Franck Dion était l'adversaire direct de Félix, il n'allait pas s'asseoir là. Le rapport de force en politique est permanent. Si c'était Franck Dion, il allait créer même l'incident pour que sa chaise, pour qu'on déplace sa chaise. C'est symbolique, nous sommes en politique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question, on vous dira que le principal adversaire de Tshisekedi, c'est Martin. Et Tshisekedi a joué ses coups avec Kadima. Donc, d'après vous, le fait pour Martin Fayulu... Non, on lui a joué un coup, mais lui, il a manqué le tact pour contourner les coups. Outre la salutation, sur la photo de famille, il a été aussi même à côté de Félix Tshisekedi. Même sur la photo de famille, le protocole, on pris soin de le placer toujours à la droite du père. Un peu comme Jésus. Voilà. Si là-bas, il ne savait pas, mais pendant la photo de famille, il pouvait dire non.
Moi, je ne me tiens pas à côté de lui parce que Mafayoulou estime que tu sais qu'il lui a volé le pouvoir. Donc, bref, si c'était quelqu'un qui avait volé Mafayoulou son téléphone, il allait se mettre à côté de lui. Donc, bref, il s'est discrédité. Je ne dis pas qu'il s'est discrédité, qu'au Congolais de tirer les conséquences. Alors, j'entre maintenant au fond. Dans les fonds. Cartographie électorale, des contraintes sécuritaires, des agents de la CENI qui ont été tués, d'autres... Non, les agents de la CENI, ils sont les agents de la CENI n'ont jamais été tués. Non, mais c'est le président de la CENI. Non, il a menti, il a menti, qu'il nous montre les noms, l'identification, là où les lieux d'enterrement. Il a parlé de 33 personnes. Les lieux d'enterrement, les noms de leur famille et adresse. Certains ont trouvé la mort par noyade. Non. Leurs corps n'ont pas été repêchés. Il avait utilisé quel transporteur fluvial? Non, ce sont des détails. Non, ils ont trouvé mort par noyade parce que nous avons utilisé telle entreprise, tel bateau, tel bateau. Ils vous bombardent comme ça. Non, ils trouvent prétexte. Kadima avait fait sécuriser le processus d'enrôlement par des groupes armés. Comment ça? Moi, j'avais tenu un... Non, mais attendez, il parle aussi des policiers qui ont été tués. Je vais vous montrer. Moi, j'avais tenu une conférence de presse le 20 juin 2023. J'avais évoqué cette affaire. Il n'a pas dit la vérité au candidat président. Et c'est quoi la vérité selon vous? La vérité, c'est que les fichiers d'enrôlement dans des zones d'insécurité, les groupes armés n'ont pas remis ces fichiers à Kadima. Je le mets à défi chaque fois que je parle du fichier électoral. Ils étaient là tous. Par exemple, ça Kadima, bon, le gars les a quittés. Kadima n'a pas de fichier. Kadima n'a pas de fichier, raison pour laquelle il n'a jamais détruit le fichier 2018. Mais sur base de quoi il a établi la cartographie électorale et consorts? Mais justement, d'abord par la cartographie, sur base de quoi l'Assemblée nationale a voté la loi sur la répartition des sièges. C'est ça la grande question. Tenez, je prends la ville de Kinshasa. J'avais évoqué, mais je vais continuer. La ville de Kinshasa, la CENI projetait l'enrôlement pour 30 jours. OK? Soit du 24 décembre au 23 janvier. Pendant cette période de 30 jours, la CENI avait enrôlé à Kinshasa 4 078 électeurs dans 30 jours. Or, la projection de la CENI était d'enrôler 5 400 000. Non, c'était 5 millions juste. D'enrôler 5 millions. La CENI, en violation du calendrier, parce que ces 21 jours ajoutés n'étaient pas dans le calendrier, il décide d'ajouter 21 jours. Dans les 21 jours d'août, du 24 janvier au 17 février, la CENI a enrôlé dans l'ensemble 5 400 000 électeurs. Je suis dans la ville de Kinshasa. Donc, dans les 21 jours, la CENI a enrôlé 496 922 électeurs. Regarde la tricherie. Comment entre 30 jours et 21 jours, la différence est de 9 jours? Ok, nous sommes d'accord. Dans ces 30 jours, il faut enlever 4 lundis, parce que chaque lundi, la CENI ne travaillait pas. Donc la CENI a travaillé pendant 26 jours. Et pendant 26 jours, la CENI a enrôlé 4 3 078 électeurs. Mais dans 21 jours, moins 3 lundis. Donc dans 18 jours, la CENI a enrôlé 496 922. Dans la pratique, les gens s'enrôlent plus à la fin qu'au début. Au Congo. Comment on peut avoir un tel écart entre 26 jours et 18 jours? Mais quand cela ne tient, on accepte. Vous prenez les 4 3078 électeurs, vous divisez par 30 jours, je prends les 30 jours comme défini au calendrier, la CENI a enrôlé 133,6 électeurs le jour à Kinshasa sur 2000 bureaux. Or, la moyenne aurait été de 2000 électeurs. Parce qu'il y a 2000 bureaux, supposons qu'un bureau enrôlait un seul électeur. Mais comment la CENI a enrôlé 133,6? Je vais techniquement, je vais vous montrer qu'il n'a pas de fichier en main. Je prends les 496 922 000 enrôlés dans les 18 jours, dans les 21 jours ajoutés. Quand vous prenez ces chiffres, vous divisez par 21 jours sur 2000 bureaux, parce qu'elle avait maintenu le bureau, la CENI a enrôlé 23,6 enrôlés par jour. Maintenant,
Après l'audit du fichier, après avoir ces fichiers de 5 400 000, la CENI va maintenir pour la ville de Kinshasa 4 462 245 enrôlés définitifs. Ça, c'est après l'audit. S'il faut prendre 5 400 000 enrôlés brits, moins 4 462 245 enrôlés retenus après les fichiers, donc la CENI a élagué 37 755 doublons fictifs mineurs. Oh, Patricia Seya, sous les antennes de la radio Okapi, elle nous avait parlé de 60 000 mineurs enrôlés à Kinshasa. Mais quand vous prenez les 60 000 mineurs, il faut retenir que Patricia Seya a parlé de mineurs, pas de doublons, elle ne parle pas de fictifs, elle parlait de mineurs. Mais déjà, 60 000 mineurs évoqués par la CENI. Mais après l'audit, la CENI élague que 37 755. On prend juste les mineurs. On ne prend pas les fictifs, les doublons, on prend les mineurs. Il a déjà triché. Déjà, il y a un problème. Ça, je donne des chiffres. Or, dans des zones de conflit, Kadima avait fait sécuriser l'enrôlement par les groupes armés. J'ai posé la question, je ne cite pas les noms d'un cadre de la CENI qui m'avait appelé au téléphone pour me dire non, il ne faut pas dire ça. Ok? Je ne cite pas son nom pour raison de sécurité, de sa sécurité. Mais comment la CENI peut-elle recourir à des forces négatives pour faire sécuriser raison pour laquelle la CENI, quand il m'avait décidé de récupérer des données d'enrôlement via des ports ISB. En réalité, les antennes provinciales allaient récupérer des données et mettre ça dans le site CENI. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, Kadima est incapable de mettre le liste des électeurs, même dans le site CENI. C'est ça la vraie raison. Il fallait maintenant envoyer l'argent, payer ces groupes armés. L'État était bloqué. S'ils envoient l'argent via une banque ou en main, le monde allait crier au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Maintenant, par manque de moyens d'envoyer l'argent à ces groupes armés, voici comment notre État fonctionne. Il coopère avec les groupes armés. Donc, en quelque sorte, vous rejoignez la position de la mission d'observation. Mais justement, ils ont raison. SCC parle de l'inexactitude des chiffres. Parce que ils sont SCC. Et Senko, tout le monde en parle. Moi, j'avais tenu une conférence de presse depuis le mois de juin. Et ça, je vous parle des chiffres évoqués par moi depuis le mois de juin. Quand il est en train de mentir, il ne respecte personne. Donc, il appelle des vieux papas comme ça, des responsables pour blaguer. Tenez, non seulement ils ont fait sécuriser l'enrôlement par des groupes armés, le nouveau gouvernement militaire qui a remplacé Constant Maladie après conférence, après réunion avec le service de sécurité provincial du Nord Kivu, après avec les notables, il a dit ils ont trouvé des cartes d'électeurs entre les mains des rebelles, des groupes armés, des Rwandais, des Ougandais. Il a dit. Mais comment ils ont obtenu ces différentes cartes? Mais quand vous laissez les groupes armés sécuriser le processus, vous pensez quoi? Je vous dis, ils ont fait sécuriser le projet d'enrôlement par les groupes armés. Je suis sérieux. Si je mens, quand il m'ouvre les cervelles, que les gens voient qu'est-ce qu'il y a là-bas. Si je mens, je mets Kadima défi sur ce plateau. Il ouvre les cervelles. Il donne accès à tout candidat, aux parties prenantes, d'accéder à ces fichiers. Il n'y a même pas 10 millions d'enrôlés dans ces fichiers. Kadima pense utiliser le fichier de Nanga. Raison pour laquelle poser la question à Kadima. Quand on construit un nouveau fichier, on ne construit pas une maison sur une autre maison. Je crois que c'est vrai. Comment lui, il a construit un nouveau fichier sans détruire l'ancien fichier? Il y a une explication? Dites-moi s'il y a une explication. Ce n'est pas... Je vais vous dire. Je viens maintenant à la cartographie. Ça, c'est la vie de Kinshasa. Je viens à la cartographie. Quand il m'a remis la cartographie sans le code de géolocalisation des machines, qu'en est-il des machines qui vont se trouver dans des maisons des dignitaires, des candidats? Qu'en est-il maintenant? Qu'est-ce que nous avons fait? On donne la cartographie des votes. Parce que quand on parle de cartographie électorale, ça veut dire on peut vous donner aussi la cartographie d'enrôlement. Or, la cartographie d'enrôlement est différente
est différente de la cartographie des votes. Pourquoi? La cartographie d'enrôlement peut contenir 20 000 bureaux, par exemple. Parce que c'est un processus, c'est 1, 2 mois, 3 mois d'enrôlement. Très bien. Mais le vote, c'est à une journée. D'ailleurs, ce n'est pas une journée, c'est pour quelques heures. Là, maintenant, la cartographie s'explose. Vous pouvez avoir 20 000 bureaux pour l'enrôlement, mais vous pouvez avoir 100 000, 50 000, 70 000 bureaux pour le vote, pour permettre à tout le monde de voter à temps. Mais je vais vous dire, à Lingwala, le centre Tumba, sur Kabalo, direction Koutou, à Lingwala, le fichier est inexistant, introuvable. L'école Mouchi, le fichier est inexistant. L'école Boukama, je suis d'abord à Lingwala, le fichier est inexistant. L'école Loliki, toujours à Lingwala. Lingwala n'a que 10 centres, mais dans 6 centres, il n'y a pas de fichier. À Lemba, il y a 8 écoles sans fichier, 8 centres sans fichier. Je vais en Alima, Bossatra Bobo, pas de fichier. Saint-Cyprien, pas de fichier. Louindou, pas de fichier. Saint-Sacrement, pas de fichier. Il y en a plein comme ça. Le fichier, 40% du fichier au Katanga, introuvable. Est-ce que ce n'est pas vous qui ne comprenez peut-être pas le mode opératoire de la CENI, ou ce n'est pas la CENI qui n'est pas correcte dans son travail? Donc la CENI doit nous aider maintenant à ouvrir, à montrer. Parce que la CENI, il faut le reconnaître, c'est le seul organe, et l'unique d'ailleurs, qui a pour mission d'organiser les élections. Et maintenant, elle vous brandit les chiffres, elle vous brandit les documents, la cartographie, mais vous contestez cela et vous brandissez vos propres documents. Déjà la cartographie pour l'enrôlement, cette cartographie posait problème. Comment pouvez-vous comprendre que l'espace Kassai puisse avoir une grande proportion électorale que le Grand Katanga a mise ensemble? La 5LCC parle de la duplication des bureaux de vote jusqu'à 4 fois. Mais je vous dis, il y a un travail que nous avons fait dans le cadre de la société civile. Nous avons décelé rien qu'à Kinshasa plus de 122 centres fictifs, rien qu'à Kinshasa. Et nous avons transmis, à l'époque, on avait transmis les rapports à la CENI. Qu'est-ce que Kadima a fait de ces rapports? Tout est fait pour tout braquage, pour hold-up électoral. Tout est mis en place. Donc vous pensez que Jean-Marc Abounda avait raison de nous dire que tout est déjà planifié? Je pense où tout est confirmé. En termes de fraude, en termes de tricherie. Je pense où c'est confirmé. Je ne saurais pas confirmer cela en tout cas. Moi, je confirme au regard des chiffres. Ce que j'ai dit ici, moi, je l'ai dit il y a 2-3 mois. Mais aujourd'hui, les CC, la 5O et les autres membres de la société civile, m'ont rejoint. Il y a même les panels des experts de la société civile qui va plus loin jusqu'à dire que il y a des députés qui sont contactés au niveau de la Cour, au niveau de la CENI et en passant par la Cour constitutionnelle pour négocier le report des élections. Mais pourquoi vous faites un procès d'intention à la CENI et à Denis Kadima qui vous rassure que le 20 décembre, nous serons aux urnes pour voter? Mais nous irons aux élections, mais dans quel type d'élection? Il va nous donner quoi? De toute façon, les élections ont été toujours contestées. Même aux États-Unis, vous avez vu ce qui s'est passé avec le taux de contestation. On doit réduire les taux de contestation. Si les États-Unis ont organisé 45 fois les élections, les taux de contestation ne dépassent pas 5%. Mais ici, mais la Zambie a organisé les élections, il n'y a pas eu de contestation. Il y a un président en Afrique qui a organisé les élections, il n'a fait qu'un mandat. Est-ce qu'on ne peut pas copier on ne peut pas copier ces modèles-là? On ne peut pas copier. Moi, je cite toujours à 10 ans à Kadima. Mauvaise élection, mauvais résultat, tripatouillage des PV et des bulletins de vote, révolution populaire. Il ne faut pas menacer les institutions. Je ne menace pas. Nous allons déclencher l'article 64 de la Constitution. Nous allons l'utiliser parce que depuis que cet article est dans la Constitution, cet article, c'est l'unique article qui n'a jamais été utilisé. Cette fois-ci, nous allons l'utiliser. Nous allons utiliser l'article 64.
Kadima a préparé la tricherie. Je vous ai parlé de la cartographie d'enrôlement. Il donne plus de proportions. Or, aujourd'hui, s'il y a une province qui continue de cibler l'exode rural, c'est le Kasaï. S'il y a un espace au Congo, c'est le Kasaï. Et ces gens-là se dirigent soit à Kinshasa, soit au Katanga. Comment est-ce que maintenant les Katanga qui reçoivent plus les Kasaïens, d'autres Congolais, nos confrères, nos compatriotes congolais du Kasaï, cet espace katangais peut avoir 14% en termes de proportion électorale. Et là où il y a l'exode rural, il y a 25% de proportion électorale en termes de cartographie. On s'explique comment. On l'explique comment. Je veux une explication. Mais quand vous regardez maintenant l'enrôlement, et vous regardez la loi sur la répartition des sièges, il n'y a pas eu enrôlement à Bunagana, il n'y a pas eu enrôlement à Rutshuru, il n'y a pas eu enrôlement à Massissi, parce que c'était des zones déjà... À Kwamout également. À Kwamout également. Mais comment le Nord qui vous garde les 48 sièges? On va organiser les élections peut-être après. Après quand... Non, la répartition des sièges est une conséquence de l'enrôlement. Ça dépend du taux d'enrôlement. Exactement. Mais comment est-ce que il y a eu enrôlement à 0, mais il y a des sièges? On va inventer un monstre juridique. Ah non. En fait, vous confirmez le caractère tricherie. À Kwamout, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu enrôlement. Kadima m'avait promis le 26 juin, il allait enrôler les Congolais de Kwamout. Ça n'a pas été fait. Mais il a réservé un siège pour Kwamout. C'est en guise de quoi? Parce que finalement, ce n'est pas de l'acharnement. Là, je parle du cas Senko et SCC à l'endroit de Nikadima pour n'avoir pas réussi à imposer leur candidat à la tête de la centrale électorale. Mais maintenant, on nous a donné un amateur. C'est qui cet amateur? Kadima. Il est présenté comme un expert. Non, il a travaillé plusieurs fois ici en Afrique. Il n'est pas expert, c'est un observateur électoral. Et surtout membre de l'UDPS, il n'est pas expert. Un expert ne peut pas faire des choses comme ça. Le sujet tabou pour Kadima, c'est le fichier. Demandez à Kadima de publier la liste des électeurs, il ne va pas le faire. Il sait qu'il n'a pas de fichier en main. Très bien, on va évoluer. Cette fois-ci pour parler du programme du candidat président de la République, Moïse Katumbi, un programme qui a été présenté par son haut représentant, Christian Mwando, lui-même était empêché, il est en dehors du pays. Et un programme qui est chiffré à 141 milliards de dollars sur 5 ans. Est-ce un programme fantaisiste ou un programme réaliste? 141 milliards de dollars sur 5 ans pour un pays comme la RDC, c'est pratiquement un miracle. Je vais montrer que c'est un programme réaliste. Je vous prends Katumbi, gouverneur du Grand Katanga. Parce qu'aujourd'hui, les gens crient Katanga. Aujourd'hui, les gens disent des provinces. On a 26 provinces actuellement. Auparavant, on en avait 11. Katumbi a relevé le défi d'une grande province. Pas des provinces, de coupage ici. Katumbi avait trouvé le Haut-Katanga, le Grand Katanga avec quel budget? Quand Katumbi quittait le pouvoir, le gouvernorat du Grand Katanga, il avait laissé le Grand Katanga avec quel budget? Il avait quadruplé le budget du Haut-Katanga. Katumbi avait triplé les recettes fiscales du Haut-Katanga. La frontière de Kasumbalesa, qui avant Katumbi faisait des recettes à l'auteur de 5 millions, 2 millions, 6 millions de dollars, évoluait jusqu'à 6 millions. Mais pendant que Katumbi était gouverneur, ces mêmes frontières, postes frontaliers, généraient maintenant 1 milliard, 2 milliards, jusqu'à 5 milliards. Les gens ont crié ici, si vous voulez apprendre la bonne gouvernance, allez apprendre chez Katumbi au Katanga. Entre autres, Vital Kamerhe. Quand Katumbi dit 141 milliards, savez-vous pas que c'est payé à beaucoup de gens si on réussit à mettre fin au coulage des recettes?
nous aurons même un budget de 400 milliards. Nous en avons le potentiel et la capacité. Il suffit d'installer l'orthodoxie de gestion. Mais comment est-ce que Katumbi répartit ces 41 milliards? Comment il compte réaliser même c'est un budget de 28 milliards an. Les 141 milliards, c'est dans 5 ans. Il vous dit, en grosso modo, il vous dit, nous allons quitter de 2024, nous allons quitter le taux de mobilisation de 10% à 14%. Katoum estime que c'est anormal pour un grand pays comme le nôtre, avec plusieurs potentiels, que notre taux de mobilisation, je ne suis pas économiste, permettez-moi les termes, ça se limite à 10%. Il dit, dans 5 ans, il va nous ramener à 14%. Il n'est pas fantaisiste parce qu'il pouvait aussi dire à 20%. Mais il dit à 14% en 5 ans. Katoum dit, pour qu'il y ait sécurité électorale, on doit rentrer dans un système de 2 tours. Et au lieu de le mettre à l'écart des articles verrouillés pour que celui qui va se sentir perdant touche à la conscience chaque fois, on doit le mettre dans des articles de souveraineté. C'était aussi la promesse de Félix Tshisekedi. Non, Tshisekedi est champion en promesse. On n'a pas réussi à... Non, Tshisekedi est champion en revenir promesse. Aux élections à 2 tours. Katumbi ne promet pas. Citez-moi plus 2-3 fois Katumbi a promis. Katumbi réalise, Katumbi ne promet pas. Katumbi ne promet pas. Tshisekedi, c'est vraiment un licencié en promesse. Je crois même qu'il a plusieurs distinctions en promesse. Tshisekedi promet là où même il ne faut pas promettre. Il promet. Très bien. 141 milliards sur 5 ans. C'est suffisant. C'est mobilisable, c'est réaliste. Katumbi dit, nous allons créer la richesse. Les gens crient directement. Il est en train de mentir. Non. On crée la richesse lorsqu'on est capable de diversifier l'économie nationale. Aujourd'hui, Kabila est passé ici. Tshisekedi est passé. Tshisekedi est encore, il n'est pas encore passé. Il faut conjuguer Tshisekedi au passé. Je vous dis chaque fois. Il est encore éligible, je vous le rappelle. Je vous dis, éligible par rapport à la loi, mais par rapport aux Congolais, Tshisekedi, on doit le conjuguer au passé. Si on crée la richesse, en créant, à diversifier notre économie, en mettant les moyens dans les secteurs agriculture, pêche, élevage, dans plusieurs secteurs. Mais Kabila et Tshisekedi ont bâti notre économie rien que sur le minerai. Or, ces minéraux sont épuisables. Aujourd'hui, on ne parle plus de diamants. À l'époque de Mobutu, notre économie était assise sur le diamant. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de diamant. Aujourd'hui, même le cuivre, on parle rarement du cuivre. Aujourd'hui, on parle de coltan, cobalt. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne va plus parler de cobalt. Alors, Katumbi, c'est un visionnaire. Il a projeté. Si on n'arrive pas à diversifier notre économie et que le minerai perdait leur valeur, sur quoi on va asseoir notre économie? Il vous dit, il faut laisser le minerai, investir dans l'agriculture. Et c'est là même qui va nous permettre à résoudre cette crise, cette insécurité alimentaire aiguë qui frappe notre pays. Ça, c'est sur le plan agriculture. Mais sur le plan emploi, les gens crient, quand Katumbi dit, dans 5 ans, on est capable de créer 10 millions d'emplois. De quelle manière? C'est aussi ça la grande question. Katumbi ne va pas voyager comme tu sais. C'est bien de parler. Non, Katumbi ne va pas voyager comme tu sais qu'il dit. On ne voyage pas pour aller chercher les investisseurs. On crée les climats propices pour que les investisseurs viennent. Katumbi, en étant gouverneur, il a créé d'emplois au Grand Katanga. Je ne parle pas du Haut Katanga. Les Kinois quittaient Kinshasa pour aller chercher d'emploi chez Katumbi là-bas. Ok? Donc l'homme a la recette. Encore une fois, à cette époque-là, aucun opposant qui sont au pouvoir aujourd'hui ou qui continue à faire l'opposition aujourd'hui, aucun opposant avait tiré sur Katumbi, sur la gestion de Katumbi. Tous et la société civile ont dit
la seule personne à sauver l'image de Kabila, c'était Katumbi, par sa bonne gestion. Ok? Katumbi dit il faut l'énergie renouvelable. Mais il a raison. Tu sais qu'il est allé poser la première pierre à Maluku pour créer le barrage photovoltaïque. Dans la liste de promesses, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous avons une pierre qui fête de fête d'anniversaire. Mais Katumbi vous dit, il faut créer l'énergie. Laissons le barrage d'Inga pour les industries. Le courant électrique dans le pays avancé, c'est pour les industries. Vous donnez aux miniers, aux entreprises qui vont être dans le secteur d'agriculture, dans le secteur de pêche et élevage. Lorsque vous avez de l'énergie, vous avez la sécurité. Comment est-ce que l'investisseur ne viendra pas? Ici, quand l'investisseur vient, il vient avec son argent, il doit créer encore d'autres moyens pour s'acheter des groupes électrogènes et ça fait fuir les investisseurs. À part la corruption, à part le pourcentage demandé par dans les bureaux de l'État chez les investisseurs. Posez-vous la question, quelle était la recette utilisée pour Katumbi pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo en général, mais seulement au Katanga? Alors, je suis bien d'accord avec tout ce que vous... Il dit, Katumbi dit, nous allons créer des mécanismes pour vendre l'image de notre République dans le secteur du sport. L'État, les équipes ne vont plus dépendre de l'État. On va créer un climat où les sponsors vont venir. Les gens croient que le sport, c'est simplement un jeu, c'est le loisir. Non. Quand vous lisez la cause... C'est du business. Non. L'État doit promouvoir le sport parce que c'est une politique, c'est un secteur de vie. Voilà, dans plusieurs programmes, les gens ont oublié ce secteur de vie de la jeunesse. Le sport, c'est un secteur d'encadrement de la jeunesse. Ok? Mais Katumbi, il a pensé à ça. C'est ça l'avance qu'a Katumbi sur plusieurs des candidats. Mais j'avance encore. Donnez-moi 3 minutes, je vais citer. Non, 1 minute. 1 minute, ok. Katumbi vous dit, dans son programme, dans le secteur d'éducation, nous n'allons pas seulement continuer avec la gratuité, mais nous allons créer des conditions. Créer des conditions pour relever les défis de la qualité de l'enseignement. Tu sais qu'il a insulté nos enseignants, mais il n'a pas réussi à relever les défis. Le défi, c'est la qualité. Tu sais qu'il est allé au Tchad pour dire, à l'extérieur du pays, pour dire que nos enseignants n'ont pas de niveau, tout ça. Mais quand il a dit ça, étant que président de la République, quelle était la solution? Katumbi vous dit, nous n'allons pas continuer avec la gratuité en termes de la quantité, mais de la qualité. Donc après Katumbi, nous aurons des éléments. Nous allons la nourriture à mettre sur la place publique et le monde peut consommer. Très bien. En termes de formation. Très Alors, bien. je vais pas débattre de Katumbi parce que moi, je ne suis pas de l'ensemble. Mais je lis le programme, je vis, je suis en train de décortiquer, je suis en politique. Alors, question. C'est bien bon de décrypter ces programmes, un programme ambitieux, un programme qui fait rêver. Mais la question de la faisabilité, comment rendre effectifs ces programmes dans un pays où l'environnement est pollué par la corruption, par les détournements, par le vol, par la gabegie financière? Comment matérialiser ces programmes? Très bien. Lorsque le chef est dans des deals avec ses hommes, c'est là que la gabegie prend place. Je vous ai promis de vous parler de Katumbi, gouverneur, et Katumbi, candidat président. Il était gouverneur. Il n'a jamais été cité dans un dossier de détournement. Katumbi a des entreprises même à l'extérieur du Congo. Les gens ont été sanctionnés dans le régime Kabila ici. Katumbi n'a jamais été sanctionné. Ça dit, c'est un homme clean en termes de gestion. Comment on va matérialiser? Parce que le chef ne serait pas dans des deals, dans des détournements. Alors, lorsque le chef n'est pas dans les deals, n'est pas dans la mafia, comment est-ce que son collaborateur peut aller dans la mafia? Un collaborateur devient mafieux lorsqu'il constate que son chef est dans la mafia. Or, Katumbi, partout où il est passé, même en politique, il n'a jamais été cité dans la mafia. Alors, comment est-ce que
un gars du régime Katoumbi ou une maman peut se permettre d'aller voler pendant que le chef ne vole pas. Très bien. Mais du côté justice, Katoumbi dit, nous n'allons pas frustrer parce que l'objectif n'est pas avoir le pouvoir pour frustrer un camp. L'objectif, c'est d'installer une justice véritablement juste. Ça veut dire une justice qui va arrêter s'il faut arrêter et qu'il y a raison d'arrêter. Et une justice qui ne peut pas arrêter lorsqu'il n'y a aucune raison d'arrêter. C'est la promesse de tous les candidats. Non. Mais une fois au pouvoir, Félix Tshisekedi avait promis comme première décision, mais je vous dis, la fermeture de tous les cachots clandestins. Pourquoi Tshisekedi n'a pas réussi? Parce que son entourage est dans la mafia. Ok? Lorsque l'entourage, le cercle restreint du chef est cité dans la mafia, comment le chef peut arrêter? Comment on peut avoir une justice propre? Parce que lorsqu'on arrête le plus proche collaborateur du chef, donc c'est le chef qui est automatiquement visé. Très bien. Donc en fait, tu sais qu'il ne peut pas installer une justice réellement juste parce que lui-même, son cercle restreint est dans la mafia. On va terminer. Et c'est ce qui détruit la justice. Moi, quand on avait interpellé Héritier Watanabe, moi j'étais en prison. J'ai vu le véhicule de la prison, les agents de la prison aller prendre Watanabe, mis sous un mandat d'arrêt provisoire, il doit aller en prison. Mais c'est la présidence qui a appelé, je ne dis pas Tshisekedi, je parle de la présidence comme institution. Ils ont appelé et ils ont fait détourner le véhicule de la prison. Donc les prévenus n'étaient même pas arrivés à la prison. Le prévenu était déjà au niveau des petits, pardon, à la porte de la prison. Mais déjà, lorsque vous donnez des instructions aux magistrats comme ça, comment vous allez avoir... Par téléphone. Comment vous allez avoir une justice réellement juste? C'est ce que Katoumbi dit. On va terminer l'émission. Il devient président. Chaque magistrat va être mis dans de bonnes conditions parce que nous allons mobiliser. Ce n'est pas les 41 milliards. Katoumbi n'a pas besoin de ça. Les policiers n'ont pas encore obtenu les véhicules promis. Mais justement, tu sais qu'il est licencié en promesse. Ceux qui ont donné, décerné des diplômes honoris causa à Tshisekedi. Et là, ils menacent maintenant dans la grève. Ils menacent dans la grève. Pourtant, ils ont vanté la bonne gouvernance. Donc, maintenant, c'est ce que nous évitons. Très bien. Des professeurs d'université, savez-vous, un scientifique dans un pays, c'est l'homme le plus respecté. Un professeur d'université, même un président qui même un président qui est... C'est aussi ça la question. Si un président est devant un scientifique, un professeur d'université, le président Trump, il ne le montre pas, mais le président perd même de parler. Mais pour notre pays, est-ce que nos professeurs se font respecter d'abord? Comment pouvez-vous primer quelqu'un, champion en bonne gouvernance, et le lendemain, vous réclamez maintenant votre salaire? Non, c'est pas possible. Ils menacent d'aller en grève, mais il n'y a même pas 3 mois, ils ont décerné le diplôme de mérite à Tshisekedi. Pour bonne gouvernance. Nous avons critiqué, il y a eu des défenseurs. Maintenant, ces gens-là menacent d'aller en grève. Nous sommes dans quel... Les conditions de vie posent problème. C'est-à-dire, on termine l'émission. Katoumbi, même pendant son interview, il a dit, lui, il ne va pas être un président qui promet, qui parle trop. Le président va agir. Il ne sera pas un président qui va faire appel à une multitude d'armées. Il va mettre les moyens. Il a dit, si nous mobilisons 28 milliards et que nous mettons seulement 8 milliards pour notre système de sécurité et défense. Il a dit quelque chose de grand que les gens n'ont pas retenu pendant son dernière interview. Katoumbi dit, pourquoi on demande tant au peuple de se sacrifier pour le pays, mais les dirigeants qui touchent beaucoup, qui gagnent plus, n'acceptent pas de se sacrifier? Supposons qu'on prenait ce qu'on donnait, on donne aux institutions. On les donnait maintenant à l'armée, à notre système de sécurité. Le peuple qui n'a rien, vous leur demandez de se sacrifier. Ceux qui volent de 38 milliards, de millions ici, qui connaît les salaires de Sama Lukonde? C'est l'unique pays au monde où le salaire de gouverneur, personne ne connaît, ni de ministre. Si ce n'était pas c'est quoi, c'est ça, on n'allait pas savoir que les députés touchaient plus de 21 000 $. Mais le président lui-même ne connaît pas son salaire. Comment voulez-vous connaître celui du Premier salaire ministre? de Félix, pour connaître ça, c'est trop facile. Vous prenez la loi portant statut des chefs d'État, chef de corps. L'ancien président a 658 000 $. Et cela représente 30% du salaire
de l'actuel président, le président en fonction. Donc, tu sais que tout calcul fait, il est dans 2,7 quelques millions. Il faut éviter ces débats. Les fonctionnaires, ce n'est pas un débat, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Mais justement, d'ailleurs, les fonctionnaires devaient commencer leur mouvement de grève aujourd'hui. Ils sont décidés. Tu sais qu'il est allé à l'ONATRA. OK? Mais là-bas, les gens ont 18 mois d'impayement. Les DG, Loukoussa, vient de couper le coût de l'électricité aux habitants du bâtiment ONATRA. Le DG menace tout le monde pour lui, parce qu'il dit, moi, entre guillemets, il dit aux agents, lui, il est ami à Christian Tshisekedi. Je n'affirme pas, mais j'ai attendu. On a terminé l'émission. Cher vous, Marley. On donne des comptes finaux. J'apprends que le DG a pris aussi. Oh. Le DG Loukoussa, j'apprends qu'il lui aussi, il s'est fait payer. Il s'est fait octroyer. On a terminé l'émission. Lui, il n'est pas agent de carrière. Lui, il est nommé par le président. On peut les relever même demain. C'est quel pays ça? On a terminé l'émission. Grand merci à vous. Bon, laissez-moi dans une minute dire quelque chose. J'ai attendu Kabouya parler de Salomon. On a largement débordé. Dans 30 secondes. J'ai attendu Kabouya parler de Salomon. Je voulais répondre à Kabouya. À chaque fois que Kabouya ouvre sa bouche, il crée des dégâts. Peut-être qu'il ne se rend pas compte. Il n'a jamais sorti quelque chose de bien. La bouche de Kabouya n'a jamais craché quelque chose de bien. Il crache toujours des choses avec des mauvaises odeurs. Il dit, on doit juger Salomon. Donc maintenant, c'est Kabouya. Il est dans sa peau de militant. Ah, donc Kabouya est militant. Ok, je réponds aussi comme un militant. Je dis à Kabouya, il doit rentrer à l'école. On doit juger Salomon. Salomon est entre les mains de qui? N'est-ce pas de la justice? Exactement. Quand il dit ça, on doit les juger coûte que coûte. Kabouya ne comprend pas. Moi, j'ai toujours dit, l'IDPS, il y a papa Nabiso Bamboakem, il y a Koulou de Albert Moleka, il y a Toa Mayele, il y a Kiba Samali, Babazu Pena Kabouya, il y a Pessi. Il dit, non seulement il va être jugé, mais on doit l'arrêter. Il est déjà au carré. Le procureur ou l'auditeur supérieur de l'armée, c'est Kabouya. J'ai dit à Kabouya ceci. J'ai dit à Kabouya ceci. Si Salomon, quelque chose, si malheur, parce qu'il est déjà dans le malheur, mais si le plus grand malheur dont la mort arrivait à Salomon, nous allons prendre Tshisekedi et Kabouya pour responsables. Merci. Grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Ça en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour votre sympathique et réelle attention. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.